Les démons de Galloway, Irlande. Plongeons dans une histoire si poignante et si extraordinaire qu'elle dépasse les limites de la croyance. Ce que vous allez découvrir est d'une exactitude historique quasi irréprochable, mais son horreur est à la limite de l'inconcevable en raison des actes odieux qu'il dévoile. Aucune saga que vous avez déjà entendue, même si elle est racontée avec assurance, ne peut rivaliser avec le récit qui va se dérouler sous vos yeux, ni exposer avec des détails à vous glacer le sang. Les profondeurs de la dépravation sauvage à laquelle un homme, dépourvu de l'influence tempérante de l'éducation et de la connaissance du monde, peut plonger. Qui sont ces démons et quels péchés ont-ils commis? Issu du cœur sombre de l'Écosse, cette histoire n'est pas destinée aux âmes sensibles. Le début de l'une des pires légendes d'Irlande. Dans les brumes d'un passé où la vérité semble se mêler à la légende, la naissance de Sanwebin demeure un mystère enveloppé d'ombre. Certains chuchotent l'an de grâce 1390. D'autres supposent jusqu'en 1500, à l'époque du règne du roi Jacques VI d'Écosse. Originaire des terres lugubres d'East Lothian, juste à la lisière de l'est d'Édimbourg, Sanwé voit le jour dans un berceau imprégné d'une rusticité sinistre. Fils d'un tailleur de haies et d'un creuseur de fossés, sa destinée semblait déjà toute tracée par les lames de son père. Mais Sanwé, pétri d'une jeunesse rebelle, n'a guère la patience pour les honnêtes labeurs et, tourmenté par une soif vagabonde insatiable, il prend le large, traînant jusqu'aux terres désolées qui s'étendent en dehors de son monde, où il prend pour compagne une femme à la noirceur d'âme équivalente à la sienne. À l'âge de ses 20 ans, ce jeune homme se décide enfin à quitter la ville qu'il déteste tant et joint sa destinée à celle de Agnès Douglas, surnommée Black Agnès, la sorcière maudite aux yeux des villageois. Femme entachée de noirceur, elle était, murmure-t-on, adepte des obscures dévotions, voguant aux confins de sacrifices humains et la nuit célébrant ses incantations au diable. Au cours de leur escapade, le sinistre duo a découvert une grotte sombre et menaçante à Bannan Head, près de Galloway. Ce qui n'était au départ qu'une fente insignifiante dans la falaise se révéla être une caverne aussi vaste que labyrinthique. La marée montante masquait l'ouverture, faisant de cette antre un refuge impénétrable aux yeux des hommes. Ils pensaient y trouver un abri provisoire contre les rages des éléments déchaînés, mais les jours devenant des semaines, des mois et peut-être même des années, la caverne devint leur demeure. Luttant pour subsister, ils sombrèrent dans une spirale de méfaits, le vol, l'assassinat et pire encore. Alors que la famine était présente au quotidien, c'est Agnès, la sorcière au cœur noir, qui souffla à l'oreille de Bin une proposition macabre. La survie ne se conquiert qu'à un prix exorbitant. Il prendrait désormais la vie, non pour de l'argent ou des biens matériels, mais pour assouvir une faim inavouable, la faim de la chair de leurs semblables. Swain et Bin se résolut à l'impensable et plongea dans les abysses de la dépravation. Ensemble, ils se mirent à dévorer l'humanité elle-même. Pour garder le secret de leur abominable festin, ils disposaient avec art les restes mutilés de leurs victimes, les offrant aux yeux du monde comme la besogne de bêtes féroces. L'horreur avait désormais un nom et résonnait dans le crépuscule sanglant de Galloway. La survie ne se conquiert qu'à un prix exorbitant. Une fois établis dans les profondeurs de leur sinistre repère, le couple impitoyable passèrent au stade supérieur de leur valse macabre. Nichés dans leur caverne, ils guettent leur proie, les infortunés voyageurs qui osaient s'aventurer sur leur chemin. Pour ne laisser aucune trace, leurs victimes étaient méticuleusement assassinées, leur corps traîné jusqu'à l'antre caché pour y être mis en pièces. Anonymes parmi les paysans de la région, les meurtriers dissimulaient leur monstruosité sous l'apparence de citoyens lambda, dépensant l'argent de leur malheureuse proie pour s'approvisionner en biens, tout en veillant à dissimuler jalousement tout objet pouvant les compromettre dans les confins de la grotte. Cette ignoble existence perdura ainsi pendant des années, tissant une toile d'horreur sur la région. La famille s'agrandit. Le duo infernal finit par donner un jour naissance à leur premier fils. Premier d'une lignée qui se poursuit pour atteindre 8 fils et 6 filles, élevés dans les enseignements d'un cannibalisme de leurs parents, voyant à la chair humaine plus qu'un tabou mais un rite, une tradition barbare et fondamentale de leur existence morbide. Ils devenaient des prédateurs, leur puberté se muant en baptême de sang et de chair à l'instigation de leurs parents déments. Chassant tant en meute sauvage qu'en escadron réduit, ils semaient la désolation par leur efficacité. De plus, l'emplacement stratégique de la grotte leur permettait d'éviter d'être découverts car la marée montante laissait peu de traces. Grâce à cette méthode sanguinaire et au fait qu'ils vivaient si loin du monde, un long moment s'écoula sans qu'ils ne soient découverts.
Personne ne pouvait deviner comment les gens qui passaient par là s'étaient perdus. Après avoir assassiné un homme, une femme ou un enfant, ils ramenaient le cadavre dans leur grotte, où ils le démembrèrent et le mangeaient. C'était leur seule nourriture, et bien qu'ils fussent devenus si nombreux, ils avaient généralement un excès de cette nourriture dégoûtante, de sorte que sous le couvert de l'obscurité de la nuit, ils avaient l'habitude de jeter les restes de leurs malheureuses victimes dans la mer, en essayant de le faire à une grande distance de la grotte dans laquelle ils vivaient. Ces membres étaient souvent ramenés par la mer sur les plages de différentes parties de la région, à la stupéfaction et à l'horreur de ceux qui les découvraient et de ceux qui entendaient parler de cette macabre découverte. Disparition. Les disparitions se succédèrent avec une régularité terrifiante, semant une onde de panique glaciale partout dans la région. Que sont devenus les amis disparus, les parents envolés? Inquiétude et murmures soufflaient des rumeurs. La région était frappée d'une malédiction sournoise, chaque route alentour s'apparentant plus à un piège convoitant la naïveté des marcheurs. Des éclaireurs du roi furent dispatchés dans la région. Hélas, bon nombre s'évaporèrent, tandis que les rares chanceux retournant parmi les vivants émergèrent là et démunis face aux mystères enveloppant leur mission. Des hommes droits et honnêtes furent capturés et jugés, pendus par le cou pour seul motif d'avoir croisé quelques-uns des disparus. On les soupçonnait d'avoir assassiné ces personnes dans leur établissement et d'avoir ensuite enterré les cadavres dans des endroits où ils ne pouvaient pas être facilement découverts. La loi fut appliquée avec la plus grande sévérité imaginable pour empêcher des actes aussi fréquents et atroces. À tel point que de nombreux aubergistes vivant dans la partie occidentale de l'Écosse, de peur de subir le même sort, abandonnèrent leurs affaires et cherchèrent d'autres occupations. Les disparitions de sujets du roi se poursuivirent sans que les auteurs ne soient découverts. Sur l'échafaud, aucun des exécutés n'a avoué sa culpabilité. Au contraire, ils ont clamé leur innocence jusqu'à la dernière minute. Le nombre exact de meurtres commis par ces sauvages n'a jamais été connu, mais on estime qu'au cours des 25 années de leurs méfaits, ils se sont lavés les mains dans le sang d'au moins 1 millier d'hommes, de femmes et d'enfants. Découverte des crimes. Un jour, la famille de Saoney décide d'attaquer un couple de marchands de Glasgow. L'homme était armé, il a pu se défendre et s'est échappé. En revanche, sa femme n'a pas eu cette chance. Au cours de la bataille, la pauvre femme tomba de son cheval et fut immédiatement tuée sous les yeux de son mari. Les enfants de Saoney se jeta sur la pauvre femme et lui firent subir les pires châtiments sous les yeux de son mari. Sur son cheval, le marchand poursuivit les cannibales pour sauver sa femme, mais ne trouve qu'une partie de son corps éparpillée sur la route. Terrorisé et furieux, l'homme part à la recherche des autorités pour qu'elles l'aident à retrouver les responsables de la mort de sa femme. L'homme, qui était le premier à sortir vivant de l'embuscade tendue par ces monstres, raconte aux villageois ce qui s'est passé. Tous furent stupéfaits et horrifiés par son récit. Ils portèrent alors l'affaire à la connaissance des magistrats de la ville, qui en informèrent immédiatement le roi. 3 ou 4 jours plus tard, Sa Majesté en personne, avec une armée de 400 hommes, se mit en route pour l'endroit où s'était produit le drame, afin de fouiller le sol centimètre par centimètre, à la recherche de ces êtres diaboliques qui infestaient depuis si longtemps les régions occidentales du royaume. Le marchand attaqué servait de guide, et un grand nombre de chiens de chasse furent également emmenés. Leurs premières recherches s'avérèrent infructueuses. Ils ne trouvèrent aucune habitation et bien que passant devant la grotte, ils n'y prêtèrent aucune attention et continuèrent leurs recherches le long de la plage. Heureusement, la marée étant basse à ce moment-là, quelques chiens entrèrent dans la grotte et aussitôt un terrible concert d'aboiements, de hurlements et de grognements se fit entendre. De sorte que le roi et ses assistants revinrent sur leurs pas et examinèrent l'entrée de la grotte, ne croyant pas qu'un homme pût être caché dans un endroit où l'on ne voyait que les ténèbres. Mais lorsqu'ils virent que les cris des chiens augmentaient et qu'ils refusaient de sortir de la grotte, ils commencèrent à penser qu'une bête pourrait y vivre. Ils se mirent donc en marche, les torches à la main. Un grand groupe d'hommes s'aventura dans la grotte, à travers les méandres les plus complexes, jusqu'à ce qu'ils parviennent enfin à la cavité reculée qui servait d'habitation à ces êtres diaboliques. La grotte. Cette partie de l'histoire peut troubler la sensibilité de certains, alors dernier avertissement si vous voulez vraiment continuer. Car le spectacle qui s'offrait aux yeux des soldats était tel qu'aucun d'entre eux ne pourrait l'oublier tant qu'ils vivraient. Des jambes, des bras, des mains et des pieds d'hommes, de femmes et d'enfants étaient suspendus à des cordes et mis à sécher. Il y avait de nombreux membres marinés et une grande quantité de pièces d'or, d'argent, de montres, d'anneaux, d'épées, de vêtements de toutes sortes et de nombreux autres articles ayant appartenu aux personnes assassinées.
La famille de Sawney se composait alors de lui, sa femme, de 8 fils, de 6 filles et en tant que fruit incestueux de toute cette petite fratrie, de 18 petits-fils et de 14 petites filles. Tous furent enchaînés sur ordre de Sa Majesté. Les soldats ramassèrent tous les restes humains qu'ils purent trouver et les enterrèrent dans le sable. Ils chargèrent ensuite le butin que les meurtriers avaient recueilli et retournèrent à Édimbourg avec leurs prisonniers. Sawney Bean et sa famille n'ont pas été jugés pour leurs crimes, car il a été jugé inutile de juger des êtres qui s'étaient révélés être des ennemis jurés de l'humanité. Les hommes ont été démembrés, amputés des bras et des jambes et laissés à l'état d'hémorragie. Leurs femmes, leurs filles et leurs petits-enfants ont été brûlés dans 3 bûchers distincts. Mais ils ont d'abord été pendus à des pieux et laissés en vie pendant un certain temps pour assister au massacre des membres de leur clan. Tous ces êtres diaboliques moururent sans le moindre signe de repenti. Au contraire, tant qu'ils eurent un souffle de vie, ils proférèrent les plus horribles malédictions et blasphèmes. La légende raconte que Sawney Bean ne cessait de répéter « Ce n'est pas fini, ça ne finira jamais ». Au total, le clan Bean, fondé grâce à l'inceste, comptait 48 membres. On pense que plus d'1 millier de personnes ont été tuées par la famille de cannibales. Aujourd'hui, une falaise sur la côte écossaise mène à la grotte où vivait la famille Bean. Et bien que plus de 600 ans se soient écoulés, personne n'ose y pénétrer.